Bienvenue dans Partageons l'économie, le forum organisé par la Tribune consacré à l'engagement RSE, autant des actes mais aussi des preuves. Et les preuves, justement, elles prennent souvent la forme de labels, la forme de classement. Comment éviter les discours verdissants, les faux labels? Peut-on croire au classement? Pour traiter le sujet, nous sommes avec Marie-Claire Daveu. Bonjour. Bonsoir. Marie-Claire. Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles du groupe Kering. Anne-Catherine Husson-Traoré, vous êtes directrice générale de Novetic, qui est une filiale de la Caisse des dépôts spécialisée dans la finance durable et l'économie responsable. Bonjour. Bonjour. Gilda Bonnel, présidente CIDIES, qui est une agence de communication spécialisée, elle, sur les questions de transition écologique. Bonsoir. Bonjour. Et mon dernier invité, Michel Lepetit, vous êtes vice-président et cofondateur de The Shift Project, qui est un think tank dont l'objectif est d'atténuer les effets du changement climatique. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Marie-Claire Daveu, je voudrais commencer avec vous sur les classements d'entreprises, donc les classements sur les thématiques RSE. On a l'impression qu'il en sort un par jour. En tant que journaliste, on en reçoit, c'est vrai, beaucoup. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, vous choisissez d'y répondre? Et pourquoi? Est-ce qu'à tous ou à certains? Alors, tout d'abord, je pense que c'est un signe de vitalité et de prise de conscience de la RSE, donc la multiplication et effectivement la croissance exponentielle du nombre de classements. Je crois que c'est une bonne illustration de dire que ce sujet devient important et donc que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les investisseurs, voire les clients et les citoyens plus largement, ont envie de connaître par des classements ou par des évaluations indépendantes. Donc ça, c'est la bonne chose. La deuxième chose, en tant qu'entreprise, nous, dans la mesure en fait du possible, on essaye soit de répondre aux questionnaires, soit aussi de compléter en fait des questionnaires qui nous sont envoyés. De contribuer en fait à l'élaboration des questionnaires. Et pour les personnes qui font aussi ces classements, ce n'est pas forcément en fait évident d'avoir de façon synthétique accès à l'ensemble de l'information. Alors nous, on y répond parce que je trouve que pour une entreprise et notamment un groupe comme celui de Kering, c'est bien d'avoir une évaluation qui est indépendante de notre propre auto-évaluation. Après, quand on parle de classement, et votre titre le relève, vous avez différents types de classements. Vous avez les globaux où vous allez avoir l'environnement, le social, la gouvernance. Vous allez avoir ceux qui sont très thématiques sur le climat ou sur la partie uniquement sociale. Et on voit de plus en plus dans le social que vous pouvez avoir un focus, par exemple, sur le travail des enfants, sur l'hygiène et sécurité. Et puis après, vous le mentionnez, vous, en tant que journaliste, que vous en recevez de nombreux, mais vous avez les ONG qui en font, vous avez des agences autonomes, vous avez les analystes financiers et vous avez également de plus en plus, en fait, de médias en ligne ou de médias traditionnels qui font eux-mêmes leur propre classement. Donc je pense qu'il y aura aussi dans le futur une sorte d'autorégulation. Pour moi, ce qui est important, c'est que les critères et la façon dont l'entreprise partage ce qu'elle fait, ses difficultés, ses progrès, soient vraiment aussi vus avec une sorte d'impartialité et pas de jugement initial ou pré-initial. Voilà. Mais je pense que c'est important. Et en tous les cas, au sein du groupe Kering, je vois que c'est aussi un facteur d'émulation entre les marques, parce que certains descendent à l'échelle des business units pour dire « moi, j'étais mieux classée, moins bien classée, etc. » Et donc, en tant que directrice du développement durable, je ne vais pas dire j'en use, j'en abuse dans l'utilisation. Voilà. Après, ça prend beaucoup de temps aux équipes, c'est un fait. Alors à cette profusion de classements répond aussi une profusion de labels. Cette fois-ci, ce sont les consommateurs qui sont souvent directement exposés. Là, on passe un peu dans la grande conso, un thème qu'on a moins abordé tout au long de cette journée. Est-ce que ces labels, Anne-Catherine Husson-Traoré, sont crédibles aujourd'hui ? Alors effectivement, le problème, c'est déjà d'établir un lien entre ce que vient de décrire Marie-Claire et les labels en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un paysage qui est quand même très compliqué, où on a d'un côté une sorte d'évaluation de la stratégie de l'entreprise globale sur multi-sujets. On est sur souvent 200 à 300 sujets pour un groupe de la taille de Kering. Et puis en fait, le client final, lui, s'intéresse aux produits. Est-ce que mes chaussures X sont plus durables ou plus respectueuses de l'environnement que mes chaussures Y ? Ou est-ce que mon t-shirt est fabriqué de telle ou telle façon, beaucoup plus respectueuse de l'environnement ? Et donc, c'est vrai que du coup, les labels viennent plutôt se mettre sur un produit et sont censés lui garantir ça. Le problème, c'est que dans tous les cas de figure, on est dans un univers où il n'y a pas de normes et finalement, on parle de plein de choses qui ne sont jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait d'autres. Donc, la RSE, par exemple, c'est un vaste concept dans lequel
lequel à peu près tout le monde, mais c'est pour ça qu'il y a autant de questionnaires à remplir, parce que chacun a sa propre définition. En fait, ce qu'il faudrait pour être, parce que les consommateurs ont beaucoup mieux compris qu'on ne le croit souvent les marques, sur le fait, par exemple, moi j'ai des adolescentes qui me disent « Ah non, ça on n'y va pas parce que c'est fabriqué par des Ouïghours ». Donc, il y a une compréhension du fait que si elles achètent tel vêtement, ça veut dire qu'elles collaborent à l'exploitation honteuse des Ouïghours. En allant chercher l'info par eux-mêmes, finalement, plus qu'en TikTok, croyant... c'est la source, c'est TikTok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas aussi complexe que la notation RSE. Par contre, ça a un impact consommateur direct. Et en fait, aujourd'hui, on a une dichotomie entre des labels qui sont souvent des auto-labellisations. Si vous prenez un rayon lessive, par exemple, vous avez tout est plus vert que vert, tout est plus à base d'aloe, je ne sais quoi, Et donc, du coup, vous êtes un peu démunis. Et souvent, finalement, vous fiez au logo européen, qui est une marque où vous dites, bon, là, c'est quand même une institution, ça doit être à peu près faisable. Et on a une espèce de grande confusion qui fait que, du coup, le client a des demandes finalement très fortes, de crédibilité très forte. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un engagement qui soit clair, net et précis, et qu'on lui donne l'assurance que cet engagement est tenu dans le produit et que c'est ça qu'il attend. Or, en fait, c'est pas tout à fait ça qu'ont fait la plupart des marques, c'est de dire si je suis plus durable que durable. Et du coup, il y a un vrai sujet, toutes les enquêtes le montrent, de la crédibilité de cet engagement, qui pour certains est tout à fait vrai, mais qui, ces entreprises-là, ont beaucoup plus de mal à se faire entendre du consommateur parce que finalement, elles sont à côté, dans les mêmes rayons, que des entreprises qui disent si, je protège l'environnement. Comment, pourquoi, ça c'est un autre sujet. Et éventuellement avec un auto-label ou un label qui est donné plus facilement. Donc tout ça est très très confus pour le client final et ça c'est un vrai risque. Justement, quels sont les risques un peu que ça pose? Gilda Bonnel, vous me disiez en préparant cette émission qu'on était passé de l'ère du green hiding, l'époque où les entreprises avaient peur de communiquer sur ces sujets, à une surabondance de communication. C'est ce que vous disiez, tout le monde est plus vert que vert. Quel risque est-ce que ça crée aujourd'hui, tant pour le consommateur que pour les entreprises elles-mêmes? Anne-Catherine vient de le dire, On a un problème parce que le consommateur citoyen, il est quand même de plus en plus éclairé. En tout cas, il est intéressé. Ouais. Il s'intéresse à la complexité de ces sujets-là. Les marques ont du mal à entendre qu'on doit aborder la complexité. Donc, les labels permettent de donner des signaux. À la fois, les consommateurs, ils sont comme nous tous. On est tous assez paradoxaux et schizophrènes dans nos attentes. Mais on a besoin de signaux clairs parce qu'on veut aller vite dans notre acte d'achat. Et à la fois, il y a cette surabondance de messages qui crée une espèce de suspicion poisseuse en se disant « mais tout le monde n'est pas devenu green la semaine dernière. On a un enjeu aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on retient du coup la main des communicants dont je fais partie et des marketeurs de façon à ce qu'on ne fasse pas des raccourcis un peu rapides. Il y a un deuxième risque, moi, qui me tient à cœur aussi, c'est, on en parlait il y a 10 ans, c'est l'éco-lassitude. C'est-à-dire il y a une sorte de décrochage. Alors on a une partie de la population qui s'agace, qui s'exaspère devant des prises de parole qui sont un peu rapides. Dentifrice n'a jamais sauvé la planète ni les ours blancs sur la banquise, donc il y a des raccourcis un peu publicitaires, je ne vais pas me faire des amis là, qui passent mal. Mais il y a aussi l'envie de dire, bon, en fait... En fait, je sens bien que c'est pas vrai. Et puis trop de contraintes aussi, non, de pression sur le consommateur peut-être. Peut-être trop de pression sur le consommateur aussi, avec des injonctions à consommer durable. Des injonctions incessantes, alors que les consommateurs, dans toutes nos études, disent qu'ils veulent une clarification, ils veulent des signaux simples. Je suis ravi qu'on cite l'écolabel européen, parce que c'est un label très, très simple à promouvoir. Et puis, le dernier point aussi dans les risques, c'est peut-être de mélanger un peu les choux et les carottes. C'est-à-dire que c'est l'enjeu des labels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mesure vraiment et comment est-ce qu'on les compare et comment est-ce que nous, on accompagne les marketeurs à bien savoir ce qu'ils utilisent quand ils mettent en avant un label plutôt qu'un autre. On parlait ensemble d'un label B Corp qui est un label corporate et qu'on retrouve maintenant sur les produits. Donc, il y a un petit risque quand même de confusion. Et finalement, vous faites vous-même la transition que je voulais faire en m'adressant à Michel Lepetit. Absolument. Puisque les labels, c'est pas seulement les marques, c'est pas seulement les entreprises, c'est aussi la finance. C'est chargé aujourd'hui de flécher les investissements en direction d'une finance plus verte. Est-ce qu'on retrouve ce problème de méthodologie ou est-ce que là, finalement, c'est un acte vertueux et on peut tous aller mettre notre argent en direction de la finance verte ? Je voudrais d'abord rappeler que sur les labels de produits, c'était pas ma réponse, mais sur les labels de produits, le Grenelle de l'environnement avait déjà décidé qu'il y aurait des labels sur les produits et que le projet a capoté lamentablement. Si vous regardez l'histoire du projet, c'est épouvantable.
entre 2008, 2009, 2010, ça se délite. Et de comité en comité, de commission et de ministère en ministère, il ne se passe rien. Et il faut de nouveau la Convention citoyenne de ces derniers mois. On se pose la question, ce serait peut-être bien quand même d'avoir un label climat sur les produits. Bon, je passe maintenant à la finance. Nous, on a travaillé avec l'AFEP, l'association des grandes entreprises françaises, au Shift, pour regarder ce sujet centré sur notre expertise qu'est l'énergie-climat. Donc on n'a pas tout regardé. Et il y a un problème de complexité qui est déjà de mélanger, ce que disait Anne-Catherine, de mélanger différents critères. Nous, on est monomaniaque de l'énergie-climat. Il se trouve que le sujet monte à toute vitesse et qu'il a une dimension très importante. Et une de ces dimensions importantes, c'est le côté systémique. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est que les méthodologies qui sont développées, elles intègrent plus ou moins ce côté systémique et cette complexité, mais c'est difficile. Le sujet est tellement compliqué, moi je dis qu'on devrait multiplier les équipes de Anne-Catherine par 10. Elle devrait avoir Novétique, le budget de Novétique devrait être 200 personnes. Je ne sais pas si le gouverneur de la Banque de France tout à l'heure a annoncé effectivement qu'il avait constitué une équipe, c'est très bien. Les membres de notre cercle. Il y a 50 personnes qui travaillent maintenant à la Banque de France, alors qu'il n'y en avait pas il y a 3 ou 4 ans, mais ce n'est pas 50 personnes, c'est 500 personnes quand on va à la Banque de France pour travailler sur la complexité de ce sujet quand on voit la dimension systémique. Alors parfois on le simplifie. Nous, quand on avait fait notre étude de méthodologie, on avait vu tout ce qui a été maintenant cité par tout le monde, les données ne sont pas disponibles. Donc on sait que les données ne sont pas là. C'est quand même triste, il y a beaucoup d'entreprises qui ne donnent rien. À la limite en Europe c'est plutôt positif, mais dans beaucoup de pays, en Amérique il y en a déjà beaucoup moins, et quand on regarde en Asie, il n'y a quasiment plus rien. Donc ça pose un vrai problème de données, et de comparaison, et d'équité. Puis après, il y a le problème de la méthodologie. Une fois que j'ai les données, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je raconte? On avait fait un deuxième rapport avec la FEP de nouveau, parce que les entreprises, notamment les grandes, plutôt les grandes, sont incitées maintenant à utiliser des scénarios de projection. Alors vous me direz, indépendamment du climat, ce serait bien que les entreprises fassent des scénarios de projection. Bizarrement, d'ailleurs le gouverneur parlait du court terme tout à l'heure, bizarrement les entreprises françaises et dans le monde, elles ont un peu oublié le long terme. Donc maintenant les scénarios de projection, indépendamment du climat, elles n'en faisaient pas. Là pour le climat, on leur dit, regardez des scénarios de long terme. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment vous vous projetez? C'est hyper compliqué. Quand vous voulez faire ça méthodologiquement pour dire, tiens, c'est quoi le bon scénario? Comment ça impacte mon chiffre d'affaires, mes produits, mes implantations, ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut des moyens. Pour l'instant, de notre point de vue au chiffre, une des grandes conclusions, c'est que les moyens ne sont pas là du tout. Donc il ne faut pas s'étonner pour l'instant à ce qu'il y ait plein de méthodologies assez balbutiantes. Il n'y a pas, de notre point de vue, la prise en compte de la réalité de la complexité du sujet. Alors là, on a dressé un panel quand même un peu sombre, un panorama un peu sombre. Il y a quand même des mérites peut-être à ces labels, à ces classements. Vous, qu'est-ce que vous en tirez, Kering, en tant qu'entreprise? Vous êtes quand même assez leader sur un certain nombre de sujets en matière de transformation de l'entreprise, de RSE. Qu'est-ce que vous retirez de ces labels? Qu'est-ce que vous retirez de ces classements? Et comment est-ce qu'on peut éventuellement aussi contribuer à les améliorer? Quelle peut être votre contribution en tant qu'entreprise? Je vais essayer d'apporter une note positive, parce que voilà, sinon... C'est facile, là. D'abord, et Anne-Catherine le mentionnait, il y a quand même une grosse différence dans votre première question qui était sur les classements, en mauvais franglais, qu'on appelle les rankings, et qui là ne s'adresse quand même moins au consommateur final qui va regarder le produit en comparaison d'un certain nombre d'investisseurs. Et on le voit à l'échelle de Kering, quand on fait des roadshows, en fait, ESG, environnement, social et gouvernance, il y a quand même une vraie différence. Donc la première note positive, moi qui ai vraiment travaillé dans ce secteur-là depuis la fin de mes études jusqu'à maintenant, je peux vous dire que je trouve que quand même il y a un sacré changement. Le diagnostic est partagé. Après, on peut s'interroger si on est à la bonne vitesse pour la mise en œuvre des actions, etc. Mais ça n'a plus rien à voir. Et le simple exemple dans le secteur, et je vais au-delà du luxe, c'est quand même le Fashion Pact que l'on a mis en œuvre dans le cadre du G7 en 2019, où aujourd'hui vous avez plus de 250 marques, ça représente 3% en volume de produits qui est mis sur le marché à l'échelle mondiale. Il y a encore quelques années, là on parle climat, mais la biodiversité c'est aussi un enjeu majeur. Vous parliez à un CEO de biodiversité et vous regardez c'est quoi cette nouvelle langue, quoi. Donc là on n'en est plus là, ça change. Après je rebondirai juste sur les labels et vous avez raison, c'est ce qui intéresse en fait les consommateurs. En revanche, quand vous êtes un grand groupe, et comme le cas de Kering, on est un groupe international. Oui. Donc, nos produits, ils sont aussi bien achetés par des Français, des Italiens, des Américains, des Chinois, des Japonais, etc. Et donc, attention, les labels où on se fait plaisir, soit en franco-français, soit en européen, malheureusement, c'est incompréhensible pour un certain nombre de consommateurs sur d'autres continents.
Et ensuite, par rapport aux exemples qui étaient mentionnés, quand on est en fait dans le luxe, et je crois que ça, il ne faut pas le négliger, il y a quand même une confiance des consommateurs dans la marque. C'est-à-dire que quand on est dans le luxe, et on le ressent très bien, nous, chez nos marques, c'est vraiment inhérent, vous voyez, au produit, à la qualité. Quand vous achetez un produit de luxe, vous achetez le savoir-faire, l'héritage, mais aussi le fait que vous avez, en produisant, entre guillemets, fait attention à la planète, fait attention en fait aux gens qui ont travaillé. Et après, il y a quand même une chose qui est essentielle pour que le consommateur aussi sache, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une disconnexion, que ce soit sur la partie sociale ou sur la partie environnementale, entre des grands discours, la super communication et la réalité de terrain, vous avez les réseaux sociaux. Vous mentionnez TikTok, mais vous en avez plein d'autres, où vous pouvez détruire très rapidement en fait une marque si vous êtes non aligné entre votre discours et la réalité. Notamment sur les enjeux de droits de l'homme, ouais. Pour finir par rapport à votre question, j'ai commencé à y répondre. Nous, on utilise notamment les classements pour aussi voir où on en est, voir notre marge de progression. C'est pas l'alpha et l'oméga, et c'est pas de cette façon-là, évidemment, dont on définit notre stratégie, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur. Après, les méthodologies sont loin d'être parfaites, mais je prendrai la comparaison avec le secteur financier, performance financière classique. Regardez, en termes de comptabilité financière, ça a mis des décennies avant d'être stabilisé. Quand on regarde la comptabilité en matière environnementale, ça fait en gros 30 ans qu'on en parle, c'est pas si mal que ça. Donc pareil pour les classements, pareil pour le reste. Il faut aussi un peu se laisser, je dirais, le temps d'un point de vue méthodologique. Et puis après, on peut faire de la méthodo sans perdre le bon sens. Donc même si on n'a pas la méthodo parfaite pour les classements, etc., on sait déjà quels sont les grands axes sur lesquels il faut agir en matière d'environnement, en matière de biodiversité, en matière de diminution de la consommation d'eau, etc. Et puis, step by step, les choses progresseront. Donc moi, je suis plutôt optimiste et ce n'est pas pour vous faire plaisir. Maintenant, il faut être à la bonne vitesse et surtout pour les entreprises, éviter, ça a été abordé dans une table ronde précédente, à avoir les Européens qui vont vouloir avoir quelque chose de parfait, super poussé, les Américains qui ont un pragmatisme un peu plus important, et vous allez avoir, comme pour les normes comptables, un effet rouleau compresseur, et les grands groupes, ils sont cotés, ils ont des investisseurs américains, ils ont des investisseurs européens. Voilà, donc faisons aussi attention à ne pas tomber dans de l'environnement paperasse ou du social paperasse, où on passe son temps à remplir, voilà, et que ça devient un peu kafkaïen, y compris dans la RSE, ce qui serait dommage. Ce n'est pas l'esprit. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Vous parliez de la confiance qu'il y avait dans les marques de luxe. Aujourd'hui, si on sort du luxe, Gilles Dabonnel, est-ce qu'il y a cette même confiance ? Quel est le degré de confiance des Français envers leurs entreprises ? Vous avez l'air plus dubitatif. En fait, ça fait un moment qu'on est sur un socle bas. On a à peu près 25% des Français qui croient le discours des entreprises. Hein. Donc tout secteur des confondu. Français, hein, parce qu'on est vraiment un pays, Marie-Claire le dit, très très singulier. Hein. On ne les croit pas. Donc, bon, je vais amener un peu de vision positive aussi. Je pense qu'à la fois, on est extrêmement méfiant en France, surtout, hein, pour tout. C'est notre côté cartésien qui nous rend aussi sympathiques. Alors, on est très méfiant, mais on commence vraiment à faire le lien entre un produit et une entreprise. Donc la confusion met de la complexité. Mais on voit de plus en plus que le consommateur, il veut acheter un bon produit à des bonnes personnes, si je le dis rapidement. C'est-à-dire à des gens qui ont derrière, qui donnent des preuves ou des gages d'une vision du monde qui soit un petit peu dans le caire, quoi. Donc je pense que c'est ça qui est difficile à manipuler pour nous, les communicants, parce que justement, il ne faut pas globaliser. Il faut ramener, quand on parle d'un produit, il faut ramener à la réalité du produit. S'il a été éco-conçu, sur quoi, sur quels critères, en quoi est-ce qu'il est mieux. Je vais quand même défendre la régulation professionnelle de la publicité en France, parce qu'on se fait beaucoup taper dessus, le secteur de la publicité et des médias en ce moment particulièrement, mais on a quand même une régulation professionnelle qui tient la route et qui alerte en permanence sur le risque de débordement de discours, parce que ce qu'on doit qualifier à chaque fois, c'est en quoi est-ce qu'un produit est mieux, au regard de quels critères, et on y est très sensible. Donc on n'a pas de brosse à dents responsable, on a des brosses à dents plus responsables ou plus écologiques au regard de tel ou tel critère que nous devons donner aux consommateurs.
Après, vous disiez qu'il y avait ce double enjeu, communiquer sur le produit, communiquer sur l'entreprise. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces publicités, on a l'impression en tant que consommateur que le choix il est vraiment mis sur le produit, qu'il n'y a pas tellement de communication sur les pratiques de l'entreprise. Oui, mais on parlait de TikTok. Maintenant, on est dans un monde tellement donc ça, c'est connecté. laissé aux consommateurs, finalement. Non, mais on a une foultitude d'informations dans tous les sens et on a des perceptions comme ça, des signaux qui nous viennent de façon très aléatoire et incontrôlée. Parce que pour revenir à la régulation de la publicité, autant la publicité dans la presse, à la télévision, à la radio, en affichage, on le contrôle sur les réseaux sociaux. C'est très difficile de contrôler ce qui est dit. Donc, on est aujourd'hui dans un moment particulier où il faut absolument aider à reconnecter tout ça et à remettre les sujets à leur bonne place. Donc, quand le groupe Kering communique sur sa démarche de transition écologique, ça participe forcément à l'émulation dont on parlait des marques et des marketeurs qui veulent du coup être repérés dans ce sens-là. Mais il faut faire attention parce que quand on va parler d'un des produits d'une des maisons de Kering, on ne parle pas de la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça finalement? On aimerait bien avoir des solutions. Anne-Catherine, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on rajoute du label au label? Est-ce qu'on fait table rase, qu'on invente de nouvelles règles? Comment créer cette confiance et avoir aussi des choses crédibles? Finalement, le premier problème, et Gilda s'y est confrontée en tant que spécialiste d'une sorte de grand écart finalement, faire de la communication publicitaire sur des sujets éminemment complexes, où en gros, on ne peut pas expliquer ça, c'est un super produit qui a toutes les qualités. On peut dire ce que Gilda vient de dire, c'est-à-dire celui-là, il est quand même un peu mieux que tel autre pour telle et telle raison. Et en fait, finalement, tout le système de la société de consommation, il est basé sur l'émotionnel, le temps de cerveau disponible, le côté « je veux ça ». Prenons les iPhones, comme ça fâche personne. C'est quand même un truc absolument insensé. C'est-à-dire qu'on vous vend un truc qui a plus, je sais pas, un peu plus de meilleure définition que je sais pas quoi. Donc vous êtes censé jeter l'ancien, tout ça a des prix délirants. Et c'est pas rationnel. Il y a une séquence de reportage qui m'avait beaucoup frappée il y a quelques années sur France 2, où le reporter qui avait filmé chez Foxconn, qui est le producteur des téléphones, et s'était planté devant l'Apple Store. Et donc les gens sortaient, ils étaient trop contents, ils avaient l'iPhone je sais pas combien. Et elle leur disait, vous savez que vous avez du sang sur les mains, quoi, en gros. C'était fascinant. Ils se décomposaient en se disant mais j'étais tellement content, et là il leur cassait complètement l'ambiance parce qu'en fait c'était il y a une dizaine d'années. L'idée, rien n'a changé. On l'a dit il y a 10 ans. Aujourd'hui on achète des iPhones, on achète des marques de vêtements qui sont accusées aussi de faire travailler les Ouïghours. C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que je pense que les producteurs de textiles, même de luxe, savent très bien qu'en fait, les choses ont changé. En fait, les consommateurs font différemment. La marque qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est Vinted. Donc, si vous êtes un producteur de masse type H&M, par exemple, qui a à la fois des magasins gérés qui sont en plus été fermés pour cause de Covid, qui a une surproduction délirante, ce qui est sûrement moins le problème du luxe. Ce n'est pas le cas du luxe. Voilà. Mais la réalité du textile aujourd'hui, c'est ça. C'est un fantastique surproduction que vous avez de plus en plus de mal à écouler pour plein de raisons à la fois environnementales, sociales. Et en plus, quand vous devez détruire vos déchets parce que vous avez d'abord un poids économique de vos stocks, parce que les stocks, on n'en parle jamais, mais en fait, ça pèse sur une entreprise. Je pense que Marie-Pierre le sait bien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand vous le détruisez, en fait, vous créez une pollution chimique phénoménale, parce que le textile, c'est aussi beaucoup de pollution chimique. Donc, ces problématiques-là sont aujourd'hui, à l'échelle des entreprises, extrêmement importantes. Et le consommateur, il s'en rend compte. C'est-à-dire, il voit bien à l'œil nu que quand il est dans certains magasins, on ne va pas vendre le 10e du quart de ça, même en admettant de faire un super événement où tout le monde se jette sur un produit. Donc, la question des labels et des classements, elle est utile et elle a fait avancer les choses. Et c'est vrai que globalement, il y a une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, elles ne sont pas toutes en train de se demander comment on fait pour avoir une stratégie qui est conforme aux limites planétaires, mais elles sont de plus en plus nombreuses. Et vous avez des grandes entreprises, on peut citer par exemple L'Oréal, qui a sorti une stratégie en juin dernier, qui est construite sur les limites planétaires. Ça veut dire changer complètement son business model. Ça veut dire changer complètement le packaging. Ça veut dire changer complètement la relation à ce qu'est un produit cosmétique qui est par nature plus ou moins essentiel, n'est-ce pas? Vu que c'est un autre débat qui s'est ouvert. Et donc là-dessus, c'est pas être positif ou négatif, c'est de se dire on est en train finalement d'être dans une révolution dont on a du mal à mesurer les contours parce que le réflexe pavlovien, c'est de se dire la pub, ça fait rêver, on achète du rêve et on vend du rêve, c'est pas compatible avec le développement durable, ou quasiment pas. Et donc là, il faut une révolution culturelle
à la fois le J'ai producteur... pas le temps de répondre, mais on en reparlera après. Parce que ça vous peut, avez une minute, ça si, peut, vous avez. ça peut quand même vendre des nouveaux comportements. Oui, ça peut promouvoir de nouveaux usages. Ça peut ringardiser une consommation délétère. Ce sont les mêmes talents et les mêmes techniques. Encore faut-il s'en emparer. Encore faut-il avoir un objectif et une stratégie. Et c'est ça le sujet, en fait. C'est à quoi ça sert. C'est vraiment une révolution de la stratégie de l'entreprise. Et en fait, le problème des classements tels qu'ils ont été conçus depuis 20 ans, c'est qu'ils ont mis toute la focale sur les indicateurs de reporting et pas sur la stratégie, et pas ce pourquoi, et pas les risques. Et c'est le dernier point, très peu quand même. Ça dépend, c'est en train de pas mal évoluer aussi, et tout dépend quel type de classement. Quoi, ouais. Mais la question en fait de l'impact produit était la clé, et elle commence à peine à être traitée, alors qu'on a passé beaucoup de temps à remplir des questionnaires compliqués qui, in fine, délivrent une photo plus ou moins intéressante. 30 secondes si vous voulez réagir. Non, pas là-dessus. Hein. J'ai aucune action dans les classements. Non, si j'ai 30 secondes, c'est vraiment de dire quand même que par rapport à l'industrie textile, encore une fois, le secteur du luxe est loin d'être parfait et il y a une dynamique. Et de toute façon, vous l'évoquiez, chaque activité humaine, il a un impact sur l'environnement. On respire, on émet du CO2. Donc, tout l'objectif de toutes les stratégies, que ce soit des entreprises, etc., c'est de minimiser, si on reste que sur l'environnement, cet impact, et ensuite de créer des externalités positives. Mais le fait d'être ce soir autour de ce plateau, on a un impact environnemental. Bon, et ensuite, en fonction de votre propre activité, l'impact, il est plus ou moins grand. Donc, quand même dire que dans le luxe, oui, il y a des stocks, mais par essence, le luxe, c'est la rareté. Donc, de toute façon, les volumes ne sont pas les mêmes. Et globalement, vous avez mentionné des marques, etc., qui ne sont pas dans le luxe. On a de l'upcycling et de recycling, et c'est quelque chose qui est fortement poussé aujourd'hui. Oui, je vais revenir sur la notion d'impact qui a été citée, parce que je pense que c'est le sujet central. On a 2 labels en finance. Un label vert, qui fait à peu près 17 milliards, et un label ISR très générique, qui est très contesté. Il y a un rapport de l'inspection des finances qui vient de sortir, 470 milliards. Donc tout le monde dit qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Les labels existaient. Nous, on s'est dit au Shift, utilisons les labels. C'est quand même l'État qui nous dit où on doit aller. Donc c'est, en termes de rassurance, c'est ce que vous évoquez. Comment on fait pour rassurer, notamment là, les épargnants? Il y a un débat actuellement. Vous savez qu'il y a 150 milliards après la Covid qui sont inexistants. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 150 milliards? Le débat a commencé à être lancé. Nous, il y a 3 ans, on a dit, finalement, quand il y a de l'épargne en France, et vu l'impasse dans laquelle on est dans l'épargne, vous savez que les taux sont à 0, donc les épargnants sont quasiment euthanasiés. Il y a 1700 milliards d'épargne dans l'assurance vie qui rapportent quasiment rien. On a dit, utilisons les labels. Ils ne sont pas terribles, nos labels. Ils sont très critiquables. On les critique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le label vert, il exclut le nucléaire. Comme le sait Anne-Catherine, le chiffre n'est pas anti-nucléaire. Donc c'est un peu, d'un certain point de vue. Et j'ai quand même convaincu mes amis de dire, non, c'est pas à cause de ce label. Les labels, ils vont bouger, ils vont évoluer. Il y aura peut-être plus de labels. Il y aura un jour un label biodiversité. Utilisons ces labels et faisons en sorte que, nous, on avait proposé 10 milliards par an, partent dans une épargne, type assurance vie. Donc le projet, on est allé au Sénat, on est allé à l'Assemblée nationale, on a déposé un amendement, on a convaincu beaucoup de gens, à peu près tous les partis. Il n'y a que le Trésor avec lequel on a eu du mal, parce que le Trésor nous a dit non, vous n'y pensez pas, vous voyez 10 millions. Parce qu'on disait il faut mettre de l'épargne, il faut faire de l'épargne longue pour faire écho à ce qui se disait tout à l'heure, il faut mettre de l'épargne à 10 ans. Donc on disait les vieux, ils ont beaucoup d'argent, les 1700 milliards, c'est plutôt les personnes âgées. Mettons 10 milliards par an qui seraient investis à 10 ans, totalement illiquide, alors que l'épargne française est totalement liquide. Donc c'est une grosse révolution. On crée enfin une épargne longue pour prendre en considération des sujets longs. On les flèche par les labels. Mais si on fait ça, il n'y a pas un Français qui va dedans. Donc vous voulez de la contrainte, en fait. Donc d'habitude en France, depuis maintenant des dizaines d'années, on met un avantage fiscal, mais il y a déjà tellement d'avantages fiscaux dans l'épargne française qu'on n'allait pas en rajouter un. On a dit, on mettait la garantie hors bilan de l'État. On dit que l'État s'engage à garantir ce capital à 10 ans. Le Trésor m'a dit, nous, vous n'y pensez pas, c'est impensable. Il y a quand même 4 000 milliards d'engagement hors bilan de l'État français, notamment toute la retraite des fonctionnaires, c'est l'engagement hors bilan. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Donc on leur dit, quand même, pour 10 milliards, pour les générations futures, c'est pas beaucoup, 10 milliards par an, ça fait 100 milliards sur 10 ans, ça bouchait un peu le trou, il y a 40 milliards qui manquent tous les ans pour financer la transition, c'est dit que 10 milliards, ça contribue un petit peu. On m'a dit, non, vous n'y pensez pas. Il se trouve quand même qu'avec la Covid, on a fait 10 milliards d'engagement hors bilan de l'État tous les mois pendant 10 mois. Donc on a fait 10 fois 100, c'est exactement la même chose, c'est le même hors bilan, voilà, sauf que pour les générations futures, c'était impensable. Pourquoi? Parce que c'est pas sérieux le climat. C'est un sujet qui est pas sérieux pour l'instant. On est pour l'instant de notre point de vue dans l'impensé. Alors je suis content parce que récemment, le Rexecode, le président du Rexecode, Michel Didier, le président du cercle des économistes, Jean-Raphaël Lorenzi, ont dit que ça serait une bonne idée que l'État s'engage pour mobiliser ces 150 milliards et que ça serait peut-être une bonne idée d'aller vers le climat. Banco, allons-y, faisons-le.
que le Trésor se réveille et qu'il se dit tiens, c'est possible. Et ça n'a rien d'impossible, franchement. 10 milliards sur 1700 milliards, c'est même pas l'épaisseur du trait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des masses dont on parle. On parle de sujets sérieux. Après, 10 milliards, ça fait... les 1700 milliards, c'est 15 millions de Français. On se dit aussi qu'il y a un côté intergénérationnel. Ce serait plutôt les vieux qui feraient ça, donc qui feraient un effort sur leur épargne pour les jeunes. Et en plus, on aurait pu prévoir une règle en termes d'héritage qui fasse que de toute façon, les jeunes s'engagent derrière les vieux à rester dans cette épargne, puisque l'idée, c'est qu'on puisse financer effectivement des projets compliqués et lourds et qu'on ne soit pas dans la tyrannie du court terme qu'on a actuellement sur nos marchés financiers. Donc je pense que le projet faisait sens, il fait encore plus sens, et ça serait le moyen, je reviens sur les labels, c'est le moyen de faire en sorte que ce sujet des labels soit vraiment devenu très très sérieux, parce que l'État s'engageant à donner 10 milliards de garanties, on va quand même regarder de près non seulement quel est le risque, mais aussi quel est l'impact, pour revenir aux impacts. Et puis, je pense que, typiquement, l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin, nous, on a parlé avec les sénateurs et les députés, tous les 6 mois ou tous les ans, ils reverraient les labels, on verrait comment on les fait évoluer, on verrait comment la nouvelle génération de produits se lance, parce qu'il n'y a pas de doxa là-dedans. Les choses peuvent évoluer. Donc on a besoin de l'État pour améliorer la crédibilité des labels et pour apporter un État garant finalement. L'État donne déjà l'État déjà chapeaute en France les labels. Il y a d'autres pays où c'est pas le cas, mais c'est l'État qui chapeaute les labels. Mais ce qu'il faut, c'est que l'État dise les labels. J'ai tellement confiance dans ces labels que moi, je vous garantis votre épargne à 10 ans. Si vous restez à 10 ans, encore une fois, c'est pas de la liquidité qu'on veut sur l'épargne, c'est de l'engagement long pour financer les infrastructures, pour financer le private equity, pour financer plein de choses qui sont forcément compliquées. La transition, ça va être compliqué. On parle du luxe, il y a plein de choses à faire. On va relocaliser. Enfin, déjà, le luxe localise beaucoup de choses, mais on va relocaliser beaucoup d'activités, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Enfin, c'est des gros, tout le monde dit maintenant, c'est d'énormes investissements. Vous avez 1 minute pour conclure. Si je peux ajouter juste quelque chose, c'est qu'en fait, un label, ça sert à flécher. Oui. Donc, ce que vient d'expliquer Michel, c'est qu'on pourrait imaginer un peu plus d'ambition sur le fléchage de l'épargne des Français, dont on parle beaucoup, mais dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des volumes. Mais la question fondamentale, c'est à quoi servent ces volumes. Et donc, l'intérêt des labels est d'avoir la crédibilité, alors soit effectivement de la crédibilité publique, soit... Mais en gros, ce que demande le client final, c'est qu'on lui dise... c'est quoi la promesse? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on lui garantit sur cette promesse? Et ce qui est intéressant dans le plan d'action sur la finance durable européen qui est en train de se déployer, c'est qu'ils ont commencé par le début, c'est-à-dire qu'ils ont créé un référentiel d'éco-activité qui contribuent aux objectifs environnementaux de l'Union européenne. C'est-à-dire que quelles sont les activités qu'il faut développer, financer, investir pour que la neutralité carbone de l'Union européenne soit une réalité à un horizon, dans l'idéal 2050, mais plutôt avant, ce serait mieux. Et donc c'est ça en fait. Et si on va, et là pour l'instant on a un peu jeté beaucoup d'encre parce qu'on a fait des tas de trucs qui ne créent pas du repère, mais on voit bien que se dessine une nouvelle période où effectivement la question c'est les engagements, c'est bien, mais vous devez être capable de trouver des systèmes de vérification par des tiers externes, et les labels en font partie, pour attester que l'engagement que vous avez pris est bien tenu et qu'il a tel et tel impact dans la vraie vie. Et on engloutit les entreprises sous un fatras de trucs parfois... Je les plains, enfin, bon courage. Merci. Vous concluez parfaitement cette journée qui était effectivement dédiée au temps des actes et au temps des preuves. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à revoir tous ces débats sur latribune.fr en replay, à les écouter également en podcast sur Spotify. Merci. Merci.